Il se retourne et découvre un trou dans la lunette arrière. Il aperçoit alors son ami Jeffrey Kane, âgé de 20 ans, effondré sur son siège et couvert de sang. La balle est entrée par l'arrière du crâne et est ressortie par devant. La mort a été instantanée. Les parents de Kane sont convoqués sur les lieux. Je ne comprenais pas pourquoi c'était Jeff qui avait reçu cette balle. Je me disais plutôt, il y a d'autres gens, pourquoi ne pas tuer les méchants? Jeff est programmateur en informatique et on ne lui connaît aucun ennemi. Le conducteur, Rob Chamberlain, affirme qu'il ne sait absolument pas pourquoi ils étaient visés. On a d'abord pensé à une affaire de drogue qui aurait mal tourné. Quelqu'un aurait pu suivre ce jeune homme et provoquer ce genre d'incident. On a tout fait pour en savoir plus. Étiez-vous visé pour une raison évidente? Étiez-vous mêlé à quelque chose? Est-ce que vous avez des ennemis? Avez-vous été mêlé à quelque chose qui aurait conduit quelqu'un à vous viser? Non loin de l'endroit d'où l'on a tiré, la police découvre une douille sur le bas-côté de la route. La balle provenait sans doute d'un autre véhicule qui roulait dans la même direction que le véhicule visé. La douille provient d'un fusil d'assaut semi-automatique, un Heckler & Koch, plus précisément un HK-91. La police se demande si le coup de feu est intentionnel ou accidentel. Ils avaient peur qu'il y ait un tireur en liberté, vu qu'ils ne connaissaient pas le mobile de ce coup de feu ni les circonstances exactes. Tout ce qu'ils savaient, c'est que quelqu'un avait tiré et causé la mort d'un jeune homme sur la route. C'est assez terrifiant de se dire qu'on peut être en train de rouler et se faire tirer dessus. C'était un moment très délicat. On savait qu'il y avait un tireur quelque part et qu'il venait de causer la mort d'une personne. La police ayant peu d'éléments, elle prévient la population, par le biais des médias locaux, pour que d'éventuels témoins se manifestent. À mon avis, il ne s'agit pas d'une balle perdue. Quelqu'un visait cette voiture. Pourquoi cette voiture en particulier, on n'en sait rien. Mais personne ne signale quoi que ce soit d'inhabituel. Il n'y avait pas beaucoup de circulation sur l'autoroute en direction d'Anchorage à ce moment-là. Par conséquent, aucun passager d'un autre véhicule n'a appelé la police pour dire « Je viens de voir quelqu'un tirer un coup de feu depuis une voiture ». L'enquête vient à peine de commencer qu'elle piétine déjà. Il y avait un nombre illimité de suspects. Sur le moment, on n'avait pas la moindre idée de l'identité du coupable. On ne savait pas pourquoi cette voiture avait été visée. À ce stade, la question restait totalement ouverte. La famille et les amis de la victime essaient de comprendre pourquoi ce coup de feu a coûté la vie à Jeff Kane. Des jeunes qui conduisent trop vite. Peut-être un accident de voiture, mais jamais de coup de feu sur le passager d'une voiture. C'est quelque chose qu'on lit dans les journaux à Los Angeles, pas en Alaska. La douille, trouvée sur le bord de la route, donne à penser à la police que Jeff a été touché par une balle tirée depuis une autre voiture. Il semble que le tireur ait attendu que la voiture quitte l'autoroute et ralentisse avant de tirer la balle fatale. À mon avis, ce qui s'est passé, c'est que les suspects ont suivi le véhicule de la victime jusqu'à ce qu'ils puissent être sûrs de leur coup. Le lendemain matin, les journaux locaux parlent du fameux coup de feu. Lorsque George Kerr, 19 ans, voit les nouvelles, il se voit contraint d'appeler la police. Est-ce que je peux expliquer ma situation? Ces deux garçons étaient plus ou moins des amis à moi. En général, je suis pas du genre à balancer les copains, mais là, c'est trop grave. Je n'ai pas le choix. George Kerr déclare à la police que le soir du drame, il se trouvait à bord d'une voiture en compagnie de deux de ses amis, Shilai et Gustafson. Quelques heures plus tôt, les trois garçons avaient fait l'acquisition d'un fusil d'assaut semi-automatique de marque Heckler & Koch, modèle 91. C'est une arme de guerre redoutable fabriquée en Allemagne, tirant au coup par coup ou par rafale des munitions de calibre 7,62. Ravis de leur achat, les trois garçons roulent sur une autoroute proche d'Anchorage pour rentrer chez eux lorsqu'une voiture fait une manœuvre imprudente que le trio interprète comme une queue de poisson. Ça a mis RD en rage. Alors il s'est tourné vers Gustafson et il a dit « Descends cet abruti !» Kerr affirme que Gustafson a pris le fusil et tiré un seul coup en direction de la voiture. Kerr prétend qu'il ne savait pas que quelqu'un avait été touché jusqu'à ce qu'il lise les journaux. Est-ce qu'il a vraiment visé avec le fusil?
Ah, ça s'est passé très vite, je sais pas, j'étais assis à l'arrière et je lui ai dit de pas faire ça. J'étais persuadé qu'il ne ferait pas une chose pareille. La version de George Kerr concernant le coup de feu est très crédible, parce qu'à ce moment-là, on avait travaillé sur les lieux du crime et sur l'autoroute toute la nuit. Ça correspondait tout à fait avec ce qu'on avait. Il détenait indéniablement des informations dont les médias n'avaient pas parlé. Kerr affirme qu'il ne sait pas ce que Gustafsson a fait du fusil après ce coup de feu. Les enquêteurs ne sont pas entièrement convaincus que Kerr témoignera contre ses amis lors d'une audience publique. À vrai dire, je n'ai jamais fait confiance à George. C'est le genre de personne qui peut se contredire. Il pouvait changer d'avis parce que d'un côté il disait c'est vraiment affreux, ce garçon ne méritait vraiment pas de mourir. Mais d'un autre côté, il affirmait que ces deux gamins étaient ses meilleurs amis et qu'ils étaient prêts à mourir les uns pour les autres. Rien ne prouvait que ça s'était passé autrement que ce que racontait George. Vous voyez ce que je veux dire? Alors il ne pouvait pas procéder à une arrestation sur le moment. Pour confirmer la version de Kerr quant à ces événements, la police lui demande de porter un micro caché et d'aller retrouver Chili et Gustafsson. La rencontre a lieu dans un restaurant de l'aéroport international d'Anchorage. Deux policiers en civil se tiennent à proximité. Le dispositif d'enregistrement est placé dans une voiture à l'extérieur. George Kerr a dit des choses du genre « Doug, pourquoi il a fallu que tu tues ce type ?» Et Gustafsson a répondu des choses comme « Je voulais pas, George ». Et le tout confirmait entièrement ce que Kerr avait raconté aux inspecteurs. Mais Gustafsson refuse de dire où il a caché le fusil. Cependant, la police arrête R.D. Chili et Doug Gustafsson pour le meurtre de Jeffrey Kane. George Kerr accepte de plaider coupable, ainsi que de témoigner pour l'accusation en échange de son immunité. En l'absence de l'arme du crime, tout repose sur lui. George Kerr était un élément crucial pour l'accusation. Sans lui, ça aurait été très difficile d'avancer dans l'affaire, me semble-t-il. De plus, c'était un témoin oculaire qui avait assisté non seulement au coup de feu, mais à ce qui s'était passé avant et après. Pourtant, alors que le procès est sur le point de commencer, George Kerr change de version. La police place deux hommes en garde à vue pour la mort par balle de Jeff Kane grâce à des renseignements fournis par un témoin oculaire, George Kerr. Kerr commence par affirmer que Doug Gustafsson a tiré avec un fusil d'assaut sur Jeff Kane à une distance d'environ 10 mètres, entraînant ainsi une mort instantanée. Mais Kerr ne tarde pas à changer de version. Il n'a pas vraiment visé, il a juste braqué l'arme en direction de la voiture. Il prétend maintenant que Gustafsson a pointé l'arme par la fenêtre, tiré à une distance de 200 mètres et touché la voiture. Je pense qu'il a fait ça pour venir en aide à ses amis. Ça leur permettait de dire que ça n'était pas un homicide volontaire, que c'était quelque chose de moins grave, une sorte d'homicide par négligence, d'homicide involontaire. En fait, il essayait de trouver un moyen de calmer ses amis. La douille trouvée sur les lieux indique que l'arme est un fusil d'assaut, un HK-91. Le reçu d'une armurerie locale confirme la version de Kerr selon laquelle Gustafsson a acheté le HK-91 le jour du meurtre. Kerr affirme également que Chili, Gustafsson et lui ont tiré avec ce fusil plus tôt dans la journée en se servant d'un panneau de signalisation en guise de cible. Les enquêteurs découvrent le panneau en question avec 3 impacts. Pour vérifier la version de Kerr, les enquêteurs se tournent vers Robert Shem, expert médico-légal. Ce dernier tire avec un HK-91 dans une plaque de métal de la même épaisseur que le panneau de signalisation. Puis, avec une substance de moulage proche du caoutchouc du nom de microsyle, il prend l'empreinte des impacts de balles sur le panneau de signalisation et de ceux qui proviennent des coups de feu qu'il a tirés pour son expérience. Les moulages sont alors comparés au microscope. Lorsque j'ai retiré le caoutchouc, j'ai pu prouver que les impacts du panneau correspondaient bien au calibre d'un HK-91 et possédaient les mêmes caractéristiques balistiques. L'analyse balistique confirme la version de Kerr, selon laquelle
un fusil HK-91 a bien été utilisé pour tuer Jeffrey Kane. Mais cela ne prouve pas pour autant que le coup de feu ait été tiré intentionnellement, ni à quelle distance se trouvait le tireur par rapport à sa cible. Par chance pour les enquêteurs, la balle fatale a pénétré par la lunette arrière dont la vitre est recouverte d'un film protecteur teinté. Et à une distance de 200 mètres, comme l'affirme maintenant George Kerr, l'angle de la trajectoire aurait été d'environ 95 degrés. Mais l'angle de 47 degrés place la voiture du tireur tout près, à une distance comprise entre 7 et 15 mètres. Dans ce cas, les véhicules sont tellement proches l'un de l'autre que ça devient très facile pour Gustafsson de tirer en visant le véhicule de la victime. Lors du procès, George Kerr témoigne contre ses deux amis, mais il maintient que leur voiture se trouvait à 200 mètres de celle de la victime lorsque le coup de feu a été tiré. Ça n'a vraiment rien d'un homicide volontaire. Et sur quoi repose cette affirmation? Il a tiré en direction de la voiture, mais pas dans le but de tuer. Mais l'analyse médico-légale révèle que les deux véhicules étaient séparés par moins de 15 mètres, ce qui signifie que le coup de feu était intentionnel. Sur la base de cet élément, le conducteur R.D. Chili est reconnu coupable d'homicide involontaire. Doug Gustafsson, le tireur, est reconnu coupable d'homicide volontaire. Tous deux sont condamnés à la prison à perpétuité. George Kerr bénéficiant de l'immunité par rapport à l'accusation, il quitte l'Alaska peu de temps après la fin du procès. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et que George a quitté l'État, son père décide de l'ouvrir. Le trajet vers l'hôpital, persuadé qu'elle ne pourra pas survivre. Michel, ces gens sont de la police. Répétez simplement ce qui s'est passé selon vous. On vous écoute. On a reçu un colis qui était adressé à George. Il avait été posté dans l'État d'Alaska. Je sais que c'était de la part de Doug. Comment savez-vous que ce paquet venait de Doug? Parce que c'est à cause de George qu'il est allé en prison. George a témoigné. Selon Michel, la bombe provient forcément des deux hommes que son beau-fils a envoyés en prison, Doug Gustafsson et R.D. Chili. La bombe n'était pas destinée à faire peur ou à intimider. Elle était faite pour tuer. Et elle a réussi. Sauf qu'il y a eu erreur sur la personne. Doug Gustafsson et R.D. Chili se sont-ils vengés d'avoir été dénoncés par leur ami George Kerr? Bien que cette théorie semble fondée, elle se heurte néanmoins à une lacune de taille. Au moment de l'attentat au colis piégé, les deux garçons croupissaient en prison. Pour tenter d'identifier l'expéditeur de la bombe, Jim Bordenay autopsie le corps de David Kerr. Des fragments de l'engin explosif pourront-ils fournir des indications? Le médecin légiste extrait une minuscule pièce métallique incrustée dans la poitrine de la victime. Et en l'examinant au microscope, il établit qu'il s'agit d'un morceau de détonateur. Notre laboratoire a fini par réussir à identifier le type de détonateur dont cette pièce faisait partie, ainsi que son fabricant. À qui ce fabricant fournissait-il des circuits semblables? Il s'agit d'une chaîne de magasins d'électronique très répandue. Mais on savait que cette chaîne était représentée à Anchorage. Mais Chili et Gustafsson sont tous deux incarcérés à ce moment-là. Comment aurait-il pu faire ça depuis la prison? Comment aurait-il pu y arriver? Voilà le genre de questions qu'on se posait tous. Comment quelqu'un aurait pu faire ça tout en étant en prison? Étant donné qu'en prison, toutes les conversations des détenus sont généralement enregistrées, les enquêteurs découvrent une conversation codée entre Gustafsson et sa sœur Peggy. Celle-ci se serait déroulée peu avant l'explosion de la bombe. Et c'est pour réparer ta voiture, hein, n'oublie pas. Dès que tu auras compris comment ça s'enclenche et comment ça se coupe à l'endroit où ça coulisse, tu le mets en place comme je te l'ai expliqué, juste sous la surface. Quand c'est poussé sur le côté, c'est allumé. Et quand c'est au milieu, c'est coupé. D'accord. Très bien.
En apparence, tout porte à croire que Doug donne un conseil à sa sœur pour réparer sa voiture. Mais en fait, il s'agit de tout autre chose. Quand on écoute la conversation à plusieurs reprises, il devient évident qu'au cours de cette conversation, Doug donne à Peggy des instructions sur la façon d'installer un circuit pour fabriquer un dispositif explosif artisanal. Ces enregistrements constituent un élément déclencheur. D'autres conversations révèlent que Peggy n'a pas les compétences techniques pour fabriquer l'engin. Elle fait donc intervenir un autre membre de la famille, leur frère aîné, Craig, qui est mécanicien. Apparemment, Peggy et Craig Gustafson croient tous deux que leur frère est innocent dans l'affaire de l'autoroute et que c'est George Kerr le responsable. Pour vous donner une idée de la profondeur de ses émotions et de son désir de vengeance, Peggy Gustafson est alors enceinte de 9 mois. En fait, elle est à 3 jours de la naissance de son deuxième enfant lorsqu'elle va déposer le colis piégé au bureau de poste. Rock Phelps est en prison avec Doug Gustafson et Erde Chili lorsque l'explosion se produit. Et il sait que les deux hommes voulaient se venger. Erde se moquait complètement de la personne qui serait tuée, du moment que George Kerr était tué. Il voulait la mort de George, du petit George, comme il le surnommait. En fait, un certain nombre de détenus nous ont dit qu'ils avaient vu une liste de noms que Raymond Chili avait sur lui en prison. Et Chili leur avait dit qu'il s'agissait de sa liste noire. C'était une liste de gens qu'il voulait tuer. Certains détenus ont pu décrire la liste et affirmer que c'était George Kerr qui se trouvait en première position. Parmi les autres noms qui figurent sur la liste noire, se trouvent ceux du juge et du procureur présents lors du procès. Cela prouve que depuis la cellule de sa prison, Doug Gustafson a longuement prémédité sa vengeance. Quelques jours après l'explosion, Peggy et Greg Gustafson sont convoqués par la police pour être interrogés. Quand on leur fait entendre les conversations enregistrées en prison, ils avouent aussitôt avoir fabriqué la bombe et l'avoir expédiée à la nouvelle adresse de George Kerr avec l'intention de le tuer. Quand Peggy a accepté de coopérer, elle nous a dit dans quel magasin elle était allée, quelles pièces elle avait achetées. Grâce à un vieux reçu du magasin en question, qui ne portait pas le nom de Peggy, on a réussi à identifier la transaction. La date correspondait parfaitement au créneau pendant lequel les pièces qui nous intéressaient avaient été achetées. Cette explosion aurait pu être évitée. Elle n'aurait jamais dû se produire. Les services pénitentiaires ont manqué à leur devoir envers Dave et envers moi. Leur rôle est de protéger la population et pas seulement d'héberger les détenus. Michel Kerr entame une action contre l'État d'Alaska et gagne plus de 11 millions de dollars de dommages et intérêts. Peggy et Craig Gustafson sont tous deux reconnus coupables de complicité dans le meurtre de David Kerr et condamnés à une peine incompressible de 22 ans de prison. Quant à Erde Chili et Doug Gustafson, ils passeront le restant de leur jours en prison. Ils ne méritaient même pas de passer devant un tribunal. On aurait dû laisser la famille les emmener et leur tirer dans la nuque. Voilà ce que j'en pense. C'est comme ça qu'on rend la justice en Alaska. On fait les choses un peu différemment par chez nous. Du moins, on les faisait. Au bout du compte, une demi-douzaine de familles auront été détruites. Et selon le procureur, il y aurait eu d'autres victimes si les experts médico-légaux n'avaient pas mis fin aux pulsions meurtrières de Chili et de Gustafson. On ne peut pas s'appuyer uniquement sur la science dans une enquête ou alors dans des cas très rares. On se sert de ce que les gens nous disent, de ce qu'ils savent des protagonistes, et on fait entrer la science en jeu pour mettre tous les éléments en place. C'est comme ça qu'une enquête se construit. Mais sans ça, on en serait encore à la préhistoire des enquêtes en matière de crime. Au cours du procès, la police a révélé des faits nouveaux qui ont éclairé le profil des deux inculpés. Sachez donc que peu avant le meurtre de l'autoroute, Sheila et Gustafson avaient cambriolé un abattoir et qu'ils avaient utilisé une partie de l'argent volé pour faire l'acquisition du fusil d'assaut. Sachez encore que Sheila, le leader du groupe, qui était au volant la nuit du drame, a également été condamné pour agression sexuelle sur une jeune femme, vol de dynamite, menace de mort sur des témoins et tentative de vol à main armée dans un fast-food. Le cumul des peines pour ces délits divers s'est élevé à 60 ans de réclusion.
20 juin 1993. Ce dimanche matin, à Fort Smith dans l'Arkansas, est le moment où Juanita Wofford devrait entonner ses hymnes préférés en compagnie des fidèles de Phoenix Village. Dès que les portes de l'église s'ouvraient, elle était la première à y entrer. Elle n'aurait jamais manqué l'office, à moins d'être malade ou d'avoir un sérieux problème. Et ce jour-là, les amis de Juanita s'inquiètent de ne pas la voir à sa place habituelle. Le prêtre a demandé à des paroissiens de passer chez elle pour vérifier que tout allait bien. Une fois sur place, le mauvais pressentiment se transforme en panique. La moustiquaire de la porte, qui est grande ouverte, a été lacérée. À l'intérieur, une forte odeur de sang assaille les visiteurs, qui restent pétrifiés devant un horrible spectacle. Le capitaine Jesse Ryder de la brigade criminelle est appelé sur la scène de crime. La porte était béante et une énorme mare de sang recouvrait une partie du sol du salon. De toute évidence, un coup extrêmement violent avait endommagé la porte d'entrée. Il y avait des éclats de bois partout. La porte s'était littéralement fendue sous les coups portés par une personne dotée d'une grande force physique. On aurait dit qu'une attaque éclair avait eu lieu dans cette pièce. Elle résonnait encore des coups qui avaient été portés et d'un déchaînement de violence. Une large traînée de sang part du salon en direction de la chambre à coucher, où les enquêteurs découvrent le corps sans vie de Juanita Wofford. La victime était dans son lit. Elle était allongée et sa posture montrait qu'il s'agissait malheureusement d'une scène de crime liée à un viol. Elle avait été sauvagement battue. Sa robe de chambre était enroulée autour de son cou. Juanita Wofford a été poignardée à plusieurs reprises. La police scientifique constate des plaies sur la tête, sur les bras et sur la poitrine, des blessures défensives. On voyait qu'elle s'était battue comme elle pouvait. Elle ne s'est pas laissée faire. Les techniciens de scène de crime passent la maison au peigne fin, à l'affût du moindre indice. Ils découvrent une empreinte dans un endroit plutôt insolite, sur le canapé. Le suspect est monté sur le sofa où il a laissé une trace de pas ensanglanté. Il avait dû prendre appui soit pour éviter de glisser, soit pour éviter de laisser une empreinte sur le sol. Le sang de la victime est partout dans le salon, ce qui laisse supposer aux enquêteurs qu'elle a dû succomber ici à une multitude de coups violents. Elle a ensuite été traînée du salon vers la chambre. Son agresseur a hissé son corps sur le lit et il semblerait que le viol ait eu lieu post-mortem. Le tueur a laissé des traces de sperme sur sa robe de chambre. Dans son esprit dérangé, assassiner une femme de cette manière devait être un fantasme sexuel. Un deuxième indice clé est retrouvé à l'extérieur. Un petit chemin partait de l'arrière du jardin de Juanita pour rejoindre la voie ferrée. Et on a retrouvé une casquette de baseball. On aurait dit qu'elle avait été piétinée. Comme si quelqu'un s'était enfui précipitamment et l'avait fait tomber. Dans l'attente des résultats ADN, une empreinte de pas ensanglantée et une casquette de baseball contenant des cheveux sont les seuls indices permettant de remonter jusqu'au tueur. Lorsqu'on découvre une victime qui a été si sauvagement battue et poignardée, on ne peut qu'évoquer l'hypothèse de l'homme éconduit, ou du moins, cela renvoie à un crime passionnel. Mais personne dans la vie de Juanita Wofford ne semble pouvoir tenir ce rôle. Ses proches ne lui connaissaient aucune relation amoureuse. Bonjour messieurs. Bonjour. Une enquête de voisinage met au jour un fait extrêmement troublant. La maison accolée à celle de la victime est en location. Deux familles ont successivement emménagé au cours du mois dernier. La maison avait été louée une semaine plus tôt et les occupants étaient déjà sur le départ. Ça donnait forcément à réfléchir. J'ai creusé cette piste et interrogé le propriétaire. Il m'a donné le nom des locataires et je les ai interrogés. Les enquêteurs recherchent sur eux des traces de meurtrissures, d'écorchures ou de taches de sang, mais c'est une impasse. Les personnes interrogées déclarent en outre ne rien savoir sur l'agression et le meurtre de Juanita Wofford. Capitaine Ryder, vous avez une minute?
Les détails du meurtre de Juanita filtrent peu à peu dans les services de police. Un inspecteur s'aperçoit qu'une affaire datant de 2 mois est pratiquement identique à cette agression. Une femme plutôt âgée avait été violée à son domicile. Sa porte d'entrée avait été fracturée approximativement à la même heure. Et de sa maison à celle de Madame Wofford, il n'y avait que 2 ou 3 kilomètres de distance. La victime s'appelait Lily Jones. Tout comme Juanita Wofford, c'était une croyante fervente et elle vivait seule. Au quotidien, Madame Jones est souvent aidée par son voisinage car elle souffre de cécité. Une famille du quartier l'accompagne faire ses courses et à l'église tous les dimanches. Mais une personne de cette communauté a fait subir les pires outrages à cette femme sans défense. C'était une charmante vieille dame. Elle n'avait jamais causé du tort à autrui. C'était une vraie mamie gâteau. Un soir tard, Lily s'assoupit sur le canapé du salon. Tout à coup, elle entend quelqu'un frapper à sa porte. « Ma voiture est en panne, j'ai besoin de téléphoner. » Paniquée, elle a demandé à l'homme de partir. Mais il a enfoncé la porte et s'est jeté sur elle. Madame Jones a été violemment projetée à terre et elle est tombée sur le dos. Elle a immédiatement perdu connaissance et je pense que le fait qu'elle ne se soit pas du tout débattue lui a sauvé la vie. Son agresseur la traîne ensuite dans une des chambres du fond. Pensant avoir tué sa victime, il la viole, puis quitte les lieux en repassant par la porte d'entrée. Vous souvenez-vous de l'homme qui vous a fait ça? Madame Jones survit miraculeusement à ce calvaire et parvient à faire une déclaration à la police. Elle ne l'avait pas vu, mais elle avait touché ses cheveux. Elle a dit qu'ils avaient une texture étrange, un peu piquante. Donc c'était une coupe courte. Madame Jones déclare aussi à la police que quelque chose chez cet homme lui semblait vaguement familier, comme si elle l'avait déjà croisé. Les similitudes entre l'agression de Lily Jones et le meurtre brutal de Juanita Wofford finissent par convaincre les enquêteurs que l'agresseur est le même homme. La police recherche désormais un tueur impitoyable qui cible les femmes d'un certain âge, très pratiquantes et vivant seules. Les gens ont commencé à s'inquiéter pour leur grand-mère, pour leur mère. Ils se disaient qu'il pouvait leur arriver la même chose. Les enquêteurs s'intéressent à des dizaines de pistes fournies par les habitants, y compris à la déclaration d'un jeune homme, Jonathan Keith Cole. Âgé de 19 ans, il est déjà connu des services de police et a un casier où figurent de nombreux délits mineurs. Mais que pourrait-il savoir sur ces 2 agressions brutales? Son casier judiciaire suffisait à le placer sur la liste des suspects, sans compter qu'au moment des faits, il se trouvait à 2 pâtés de maison de là. J'essaie simplement de faire ce qui est bien. Cole affirme à la police qu'il n'est pas l'auteur du meurtre, mais il sait qui l'a commis. Il avait déjà collaboré avec la police par le passé, et ce fait permettait de donner du poids et de la légitimité à ses déclarations. Il prétend que son ami James Danzig lui a décrit ce qui s'était passé dans la maison de Juanita Wofford dans les moindres détails. James lui aurait avoué qu'il avait enfoncé la porte de la maison et qu'une femme était à l'intérieur. D'après lui, James aurait perdu le contrôle et aurait tué Juanita. Ce qu'il avait fait l'avait profondément affecté et il devait absolument se confier à Jonathan. Son récit détaillé laisse les enquêteurs perplexes. Les pièces du puzzle s'emboîtaient, rendant son histoire crédible. La police effectue une recherche rapide. James Danzig n'a pas de casier. Lorsqu'il pénètre dans la salle d'interrogatoire, il n'arrive pas à croire que son ami l'ait ainsi trahi. J'ai rien fait, il ment, j'ai tué personne. Il affirme n'avoir jamais confessé quoi que ce soit, mais la police a du mal à le croire. C'est exactement ce que vous lui avez dit. Les enquêteurs exigent que le suspect fournisse un échantillon de sperme pour le comparer à celui retrouvé sur le couvre-lit de Juanita Wofford. À ce moment, le comportement de Danzig change radicalement. Sûr de lui, il est catégorique en affirmant aux enquêteurs ne pas être celui qu'il recherche. Il a dit « Si je peux effectivement éjaculer, en revanche, je ne peux pas faire d'enfant à une femme. » Car il est atteint d'azoospermie, ce qui signifie qu'il n'y a aucun spermatozoïde dans son sperme. En médecine,
L'azoospermie, c'est-à-dire une absence totale de spermatozoïdes dans le sperme, peut être due soit à une infection testiculaire congénitale ou acquise, soit à d'autres causes. Certes, pour déterminer si Danzig est ou non le violeur et l'assassin de la vieille dame, les enquêteurs auraient pu se contenter de comparer sa signature ADN à celle contenue dans le sperme retrouvé sur la scène de crime. Mais le fait qu'il souffre d'azoospermie constitue également une preuve irréfutable de son innocence. Danzig fournit de bon gré l'échantillon demandé qui l'élimine définitivement de la liste des suspects. Il s'avère donc que Jonathan Keys Cole n'est qu'un petit menteur cherchant désespérément à attirer l'attention. La police de Fort Smith décide alors de déployer un véritable bataillon d'enquêteurs pour interroger les habitants du quartier. Ils ont peut-être remarqué la présence d'individus suspects la nuit tombée. Je l'ai déjà aperçu. Il est tout le temps seul. Un nom ne cesse de revenir, Danny Bennett. En explorant ses archives, la police découvre des éléments inquiétants. En fait, Danny Bennett avait déjà été aperçu à de nombreuses reprises dans ce quartier vers minuit, 2 heures du matin. Le viol de Madame Jones s'était produit dans ce laps de temps. Idem pour le meurtre de Madame Wofford. Il s'agit peut-être d'une simple coïncidence. De plus, Bennett n'a jamais été arrêté par la police. Sa présence dehors à cette heure tardive n'avait aucune justification. Il ne travaillait pas, il passait son temps à traîner dehors. Bennett aurait pu être éliminé de la liste des suspects si des faits étranges n'avaient pas été découverts le concernant. Une personne a certifié que Bennett possédait un couteau très large. Il a également 2 étranges habitudes. Il avait été vu se promenant le long de la voie de chemin de fer et il portait une casquette de baseball. Et c'est précisément ce genre de casquette qui a été retrouvé près des rails derrière le jardin de Juanita Wofford. Pouvez-vous me décrire sa personnalité? Il est très agressif. Depuis l'enfance, il a toujours été violent. Les 2 sœurs de Danny Bennett permettent aux enquêteurs d'en apprendre davantage sur le suspect. Tout le monde connaît son caractère violent et il a fait de nombreux séjours dans des institutions psychiatriques. Son comportement, juste après le meurtre de Juanita Wofford, éveille les soupçons de ses 2 sœurs. Selon elle, peu de temps après que la nouvelle s'est répandue dans la presse, Danny Bennett aurait cherché à se débarrasser d'une paire de baskets, d'un jean et d'un couteau qu'il avait en sa possession. Toujours d'après les 2 sœurs, il avait le bras gauche en écharpe, comme s'il avait fait une chute. Mais il ne leur a jamais expliqué comment il s'était réellement blessé. Les enquêteurs montrent alors aux 2 jeunes femmes la casquette retrouvée près des rails de chemin de fer. Elles pensaient que cette casquette lui appartenait. Elles ont même été catégoriques. Nous pensons que notre frère a tué Madame Wofford. Mais alors, pourquoi ne se sont-elles pas manifestées plus tôt? Elles avaient très peur des représailles. L'ex-femme de Danny Bennett complète ce portrait inquiétant. C'est un homme abominable. Elle l'a décrit comme une personne extrêmement violente, possédant des goûts sexuels plus qu'étranges, déviants, ce qui a bien évidemment éveillé nos soupçons. À l'époque des agressions, Bennett vivait dans le voisinage des 2 femmes. Peu de temps après, il a déménagé dans le nord de Fort Smith. Était-ce une tentative pour fuir les lieux du crime ou pour trouver d'autres proies? Nous l'avons fait venir au poste, nous l'avons interrogé, essayé de le sonder. Mais il a gardé son calme et il a tout nié en bloc quand nous avons évoqué son implication dans ces agressions. Les enquêteurs lui demandent de se soumettre au détecteur de mensonges. Les résultats sont sans surprise. Il a lamentablement échoué, ce qui a renforcé nos soupçons. L'élément qui a permis d'orienter l'enquête vers lui est la casquette de baseball. Nous avons effectué un prélèvement de cheveux sur Bennett. Le laboratoire d'analyse médico-légale nous a confirmé qu'ils étaient identiques à ceux retrouvés sur la casquette. Armé d'une montagne de preuves, le capitaine Ryder interroge de nouveau le suspect. Avec ça, tu vas rester un bon moment en prison. Ryder tente de le faire craquer. J'étais assis en face de lui et je lui parlais en le regardant droit dans les yeux. Son expression était diabolique.
Mais c'était comme si j'arrivais à lire jusqu'au fond de son âme. À un moment, il s'est recroquevillé en position fétale et il a dit « Si vous pouvez prouver que j'ai commis ces crimes, est-ce que vous pourriez m'envoyer dans une institution psychiatrique et ne pas dire à ma famille ce que j'ai fait ?» Une enquêtrice prend alors le relais du capitaine Ryder en salle d'interrogatoire et Bennett finit par passer aux aveux. Il a déclaré qu'après avoir enfoncé la porte, elle avait essayé de résister. Il parlait de Madame Wofford. Et après avoir compris qu'il l'avait tuée, il l'a traînée dans la chambre. Sur la scène de crime, il y avait cette tache en forme de S qui laissait supposer qu'on avait traîné quelque chose ou quelqu'un. Bennett poursuit sa confession en précisant qu'il a laissé une empreinte de pas ensanglanté sur le canapé en quittant la maison. Son récit correspond parfaitement à la scène de crime. Il évoque des détails dont seul le tueur et les enquêteurs peuvent avoir connaissance. Mais comment Bennett a-t-il choisi ses victimes ? Il a dit qu'il avait déjà remarqué Juanita et qu'avoir des relations sexuelles avec elle, c'était tout ce qu'il voulait. Il avoue également avoir agressé Lily Jones. L'affaire était un peu plus simple. Le suspect allait être condamné à mort et exécuté. Bobby Wofford, le neveu de Juanita, va enfin pouvoir faire son deuil puisque l'assassin de sa tante va être emprisonné. Je me sentais soulagé en fait. C'était vraiment un soulagement de savoir qu'il l'avait appréhendé. Il avait avoué et toutes les preuves montraient qu'il était coupable. J'ai moi aussi été soulagé après avoir obtenu ses aveux. Juste au moment où je pensais que nous ne résoudrions pas cette affaire. Mais c'est vrai que nous n'avions pas de correspondance ADN. Et le lendemain, nous avons décidé de contacter les médias pour annoncer que nous avions arrêté l'assassin de Madame Wofford. Après sa mise en accusation pour viol et meurtre avec préméditation, l'affaire connaît un étrange rebondissement. Je me suis dit tout de suite qu'on avait un problème. Le 10 août 1995, alors que Danny Bennett attend son procès en prison, la police est appelée sur une scène de crime dans le comté de Crawford. La victime, Ruth Henderson, habitait seule et était une croyante très pratiquante. Quand je suis arrivé devant la maison, j'ai tout de suite eu un mauvais pressentiment. C'était une de ces vieilles bâtisses. Il y avait plusieurs arbres, plein de buissons. Et il y avait une moustiquaire sur la porte d'entrée, comme chez Madame Wofford, comme chez Madame Jones. Cette moustiquaire a été éventrée et la porte d'entrée enfoncée. Dans le salon, une scène désormais trop familière attend les enquêteurs. Des éclats de bois répandus un peu partout et une traînée de sang conduisant jusqu'à la chambre. Lorsque nous sommes entrés dans la chambre, Ruth Henderson gisait sur le lit dans la même position où nous avions retrouvé Madame Wofford et Madame Jones. Elle était morte, bien sûr, et il y avait eu un véritable déchaînement de violence. On a constaté qu'elle avait reçu des coups de couteau à la tête. Elle avait aussi été poignardée à la poitrine et mordue. Et il y avait des blessures défensives. Elle a essayé de se défendre face à son agresseur. Les scènes de crime étaient quasiment identiques. Il n'y avait pas le moindre doute dans mon esprit. L'individu qui avait commis ce crime avait aussi commis les autres. Prends une photo de cette blessure à la tête. On était tous sous le choc, comme quand on prend une gifle magistrale. Le procureur Ron Fields appelle immédiatement la prison où Bennett est incarcéré. Mais au début, personne n'est en mesure de confirmer l'endroit où il se trouve exactement. On nous a dit « oui, c'est certain, il est ici ». Mais j'ai insisté en disant que je voulais m'assurer qu'il ne s'était pas échappé. Bennett est finalement localisé à l'intérieur de la prison. Le procureur et les forces de police vivent un véritable cauchemar. Celui qui avait commis ce crime avait aussi assassiné Madame Wofford. Et ce n'était pas Bennett puisqu'il était incarcéré. Un homme désormais présumé innocent dort en prison alors qu'un psychopathe arpente en toute liberté les rues de la ville. Notre métier est de protéger les habitants. Si nous avons arrêté la mauvaise personne, alors nous n'avons pas rempli notre mission. Pourtant, dans ses aveux, Danny Bennett relatait précisément le meurtre de Juanita Wofford. Si bien qu'il était impossible de croire à son innocence. Il ne reste donc plus qu'une possibilité. Si Bennett n'est pas le meurtrier,
il s'est bien trouvé sur la scène de crime. Ses sœurs nous avaient dit également que c'était un voyeur et un voleur. S'il voyait une porte entrouverte et personne à l'intérieur, il était du genre à entrer pour se servir. Imaginons qu'il errait dans le quartier cette nuit-là. Il aura probablement été attiré par le vacarme dans la maison. Donc pour nous, il y avait deux hypothèses. Petit A, il a été témoin du meurtre par la fenêtre. Ou petit B, la porte a été laissée ouverte après le crime et il est entré et reparti avant que la police n'arrive. Le procureur sait que seul un élément crucial permettra d'infirmer ou de confirmer la culpabilité de Bennett. Et en effet, les résultats ADN l'innocentent définitivement. Le véritable meurtrier était dans les rues. Les citoyens étaient menacés. Le juge m'a demandé « Vous êtes sûr de vous ?» et j'ai répondu « Certain ». Il a donc accepté de signer la remise en liberté de Danny Bennett. Mais le principal intéressé refuse cette décision. Il a écrit au tribunal pour demander à être jugé et condamné. Mais selon les lois en vigueur dans l'Arkansas, un accusé ne peut plaider coupable pour être condamné à la peine de mort. Seul un jury peut prononcer ce verdict. La requête de Danny Bennett est donc rejetée. Tout le monde est perplexe face à l'attitude de ce jeune homme. Pourquoi s'accuser d'un crime qu'il n'a pas commis? Bennett avait-il soif d'attention? Était-ce un appel au secours? Les enquêteurs ne peuvent qu'émettre des hypothèses. Bennett souffrait de troubles mentaux diagnostiqués très tôt et il entretenait aussi son image de gros dur. Pour différentes raisons, les gens sont capables de faire de faux aveux. La nouvelle de cette libération fait cependant grincer bien des dents. C'était un véritable sujet de controverse, parce que des aveux complets étaient en général suffisants à cette époque. Les tests ADN, ça ne parlait pas à grand monde. Les gens ne comprenaient pas pourquoi un homme qui avait avoué était relâché. Ils devaient se dire que la police ne faisait pas correctement son travail. Et si Bennett n'était pas coupable, alors qui était le meurtrier et pourquoi il n'avait pas encore été arrêté? Les gens étaient vraiment mécontents. Bobby Wofford, le neveu de Juanita, est anéanti par ce dénouement. Forcément, ça a été un choc parce qu'un homme était passé aux aveux et tout le monde était convaincu qu'il était coupable. Pour quelle raison Danny Bennett n'a-t-il pas subi un test comparatif d'ADN dès ses aveux et son arrestation? Les résultats obtenus auraient permis de le disculper rapidement du double meurtre et aux policiers de poursuivre l'enquête dans une autre direction. Ils auraient également évité de donner de faux espoirs aux proches des victimes. Mais pour bien comprendre ce qui ressemble à une défaillance des enquêteurs, il faut se replonger dans le contexte de l'époque. En 1993, l'établissement d'un profil ADN à des fins criminalistiques est une technique encore révolutionnaire, et les services scientifiques de nombreux pays ne savent pas encore l'utiliser. Les laboratoires qui possèdent cette technologie exigent des échantillons importants de matière biologique. En outre, l'analyse est très coûteuse et demande plusieurs semaines de délai. Ce n'est qu'à la fin des années 1990, avec l'apparition de laboratoires automatisés, que la recherche d'ADN deviendra d'un usage courant et sera systématiquement employée dans les enquêtes criminelles. La ville est maintenant sous tension. Un tueur en série est en liberté. Habite-t-il en périphérie ou cet homme a-t-il su se faire une place au sein de la petite communauté de Fort Smith? Est-ce un voisin, un prêtre, un bon samaritain? C'était vraiment terrifiant. J'avais une femme et des enfants, et on ignorait si quelqu'un voulait s'en prendre à notre famille en particulier, ou s'il commettait des crimes au hasard. Il y avait véritablement urgence. Si le meurtrier avait frappé une fois, il recommencerait. Et nous savions qu'il s'agissait probablement d'un tueur en série. Personnellement, c'est ce que je pensais. La communauté était profondément bouleversée, et d'après les gros titres dans la presse et la couverture de cette affaire par les médias, nous savions que tout Fort Smith avait peur. La police établit le profil du suspect, un tueur au comportement sexuel déviant et facilement enclin à laisser exploser sa rage. Un nom arrive soudain en tête de liste, Donald Scott. Nous avons eu vent d'un crime très similaire à ceux qui se sont produits à Fort Smith. C'était à Sparks, dans le Nevada. La porte d'entrée avait été enfoncée et des femmes d'un certain âge avaient été agressées, battues, violées et tuées.
La façon d'opérer est étrangement familière aux enquêteurs et un détail retient particulièrement leur attention. Scott était en liberté conditionnelle. En outre, la voiture de Scott a été aperçue dans le comté de Crawford, à peu près à l'heure où Ruth Henderson a été sauvagement agressée. La police de l'Arkansas examine les photos relatives au meurtre commis dans le Nevada. Il relève des différences dans le mode opératoire du meurtrier. Scott a tué rapidement sa victime et sans effusion de sang. La police effectue des prélèvements pour faire des analyses ADN, mais les résultats sonnent le glas de leurs espoirs de résoudre l'affaire. À ce moment-là, notre laboratoire médico-légal était sur le pied de guerre avec l'équipe gérant les analyses ADN. Et ils ont pu nous dire assez rapidement qu'il n'y avait pas de correspondance avec l'affaire Henderson. Plusieurs mois se sont écoulés depuis que Ruth Henderson a été retrouvée morte à son domicile, faisant d'elle la troisième victime d'une étrange série de crimes sexuels. La communauté de Fort Smith est terrorisée et les enquêteurs désappointés face à cette affaire qui piétine, avant de prendre une tournure inattendue. Un nom familier ressurgit. Jonathan Keith Cole, le jeune homme qui au début de l'enquête avait accusé l'un de ses amis du meurtre de Juanita. Maintenant, un autre témoin affirme détenir des informations capitales sur Cole. C'est de lui dont vous parlez? Ouais, c'est bien lui. Ce gamin était dans tous ses états. Il nous a dit que Jonathan lui avait raconté avoir enlevé une adolescente de 13 ans qui habitait le même quartier, c'est-à-dire le voisinage de Madame Wofford et Madame Jones. Il a dit qu'il avait entraîné la jeune fille vers la voie ferrée, qu'il l'avait violée, brutalement frappée à la tête, avant de la tuer et de brûler son corps. Jonathan a dit qu'il était retourné le lendemain à l'endroit où se trouvait le corps. Armé d'un marteau, il avait littéralement pulvérisé ce qui restait du squelette. La police consulte les dossiers des personnes disparues pour vérifier cette déclaration. L'adolescente en question, Lisa Teague, a disparu depuis 1 an. Le jeune informateur conduit ensuite les enquêteurs à l'endroit où Jonathan dit avoir commis ce meurtre. Un peu plus tard, l'un des policiers fait une macabre découverte. C'était une dent. Nous avons alors délimité et protégé le périmètre pour continuer les recherches. Et nous avons appelé l'unité se déplaçant sur les scènes de crime. Ils ont rapidement commencé à tout quadriller. Et ils ont trouvé une mâchoire, d'autres dents, et ce qui ressemblait à un fragment de crâne. C'est un rebondissement et une autre tragédie à laquelle personne ne s'attendait, et peut-être la pièce manquante d'un puzzle morbide. Jonathan Keith Cole serait-il un tueur en série au-dessus de tout soupçon? La police le convoque pour l'interroger. Le jeune homme assis en face d'eux affiche un calme olympien et ne laisse transparaître aucune émotion. Il nie toute implication dans les horribles meurtres qui ont semé un vent de panique dans la petite communauté de Fort Smith. J'ai rien fait. Jonathan Keith Cole est l'incarnation même de l'innocence. Mais il ne peut nier s'être vanté du meurtre de Lisa Teague, ni d'avoir décrit avec beaucoup de détails les sévices qu'il a infligés à l'adolescente. Un autre corps a été découvert à Pocola, une petite ville située sur la frontière de l'État. En fait, il s'agissait de restes humains carbonisés. Il fallait donc de nouveau examiner les dossiers des personnes disparues. Une jeune fille de 17 ans, Summer Wilkinson, avait été portée disparue il y a plusieurs mois. Comment parvenir à identifier une victime à partir d'os ou de quelques dents? L'anthropologie médicale est l'application de l'anthropologie aux enquêtes criminelles. Dès lors, plusieurs questions se posent aux spécialistes. Est-on en présence d'os ou de fragments d'une autre matière? Les os sont-ils humains ou appartenaient-ils à un animal? Les restes sont-ils récents ou anciens? Alors une première étape consiste à estimer l'âge, le sexe, la taille et l'origine ethnique de l'individu. L'estimation de l'âge d'une personne au moment de son décès repose sur 2 processus.
la croissance et la dégénérescence. Tenez, les enfants par exemple, disposent de plus de 300 centres d'ossification qui, après s'être soudés, formeront les 206 os du squelette adulte. En modélisant les mesures des os de l'individu dont on a retrouvé les restes, les anthropologues médico-légaux vont pouvoir estimer sa taille et déterminer son sexe. Une fois les deux jeunes victimes identifiées, Lisa Teague et Summer Wilkinson, les enquêteurs doivent parvenir à prouver qu'elles ont bien été massacrées par Jonathan Cole. La police parvient rapidement à établir un lien entre Jonathan Cole et les deux victimes. Les enquêteurs ont maintenant de bonnes raisons de penser qu'il pourrait aussi être impliqué dans les meurtres sauvages de Juanita Wofford, Lily Jones et Ruth Henderson. Mais parvenir à la mise en accusation de Jonathan Cole ne sera pas chose facile, car Lily Jones, la seule survivante des agressions, a décrit son assaillant comme quelqu'un de fort et trapu. Et lorsqu'elle a été violée et laissée pour morte, Cole n'avait que 15 ans. Quand nous l'avons vu la première fois, ce n'était qu'un petit adolescent tout fluet. Il aurait pu enfoncer une porte, mais traîner un corps comme ça me semblait impossible. Puis, les résultats des analyses ADN reviennent. Ils sont formels. Cole n'est pas le coupable des autres meurtres. Le labo nous a dit aucune correspondance. Jonathan Cole est malgré tout condamné à 2 peines de prison à vie consécutive pour les meurtres des 2 adolescentes. Pour la police, c'est un retour à la case départ. Les enquêteurs craignent désormais que l'affaire ne soit jamais résolue et à Fort Smith, l'inquiétude augmente. Les pistes s'épuisaient, l'enquête piétinait. Ce qui ne veut pas dire qu'elle était reléguée au second plan parce qu'une affaire comme celle-là, elle ne vous quitte jamais. Ce qui est également le cas pour les familles des victimes. Ça me manque de ne pas voir Juanita passer à la maison. Et pour les vacances. Tous ces moments qu'on partageait me manquent. On ne peut pas oublier tout ça. 7 années s'écoulent sans la moindre avancée dans l'enquête. Puis, en 2000, par une journée de printemps, Vicky Tanbrook, une lycéenne, est seule chez elle dans l'après-midi. Sa mère et son beau-père se sont absentés quelques heures. Ma sœur était toujours très enjouée, extravertie. Elle avait toujours envie de rire, de plaisanter, comme toutes les ados de 16 ans. Vicky entend une voiture remonter l'allée. Tes parents sont là? Non. Elle a reconnu l'un de ses voisins. Il savait que mon beau-père avait fait des travaux dans la maison et il voulait voir ce que ça donnait. Elle lui a dit qu'il pouvait y aller. Pendant que le voisin examine les modifications en question, Vicky se replonge dans son film. Il est revenu assez vite et il s'est installé à côté d'elle sur le canapé, vraiment très près d'elle. Ma sœur a commencé à se sentir mal à l'aise. Vicky décide d'appeler ses parents pour leur dire de rentrer tout de suite à la maison. Il l'a attrapée, l'a forcée à revenir dans le salon. Et il a commencé à la menacer. Il lui a dit « Je vais vraiment te crever ». Il déchire les vêtements de Vicky, la plaque contre un mur et la viole. Au moment où il repose son couteau, Vicky saisit l'occasion, s'en empare et le blesse à la gorge. Elle essaie alors de s'échapper. Mais l'homme la rattrape et l'agresse avec le couteau. Et il a recommencé à la frapper et tout ce qu'elle se disait c'était « il faut que je résiste ». Mais la jeune Vicky perd énormément de sang. Son agresseur parvient de nouveau à l'immobiliser avant de la violer une seconde fois. Comment quelqu'un peut infliger ça à un être humain? Le torturer de cette manière? Vicky Tanbrook est sur le point de succomber. Elle a cru qu'elle allait mourir. L'adolescente entend à peine la porte d'entrée s'ouvrir. Ses parents sont enfin de retour. Alors qu'il était dans l'entrée, il a aperçu un homme assez corpulent en train de violer sa fille. Mais l'agresseur ne relâche plus la jeune fille. La mère de Vicky est la première dans la pièce.
Son beau-père se bat avec l'homme et le frappe à plusieurs reprises tout en essayant de récupérer son arme. Poussée par l'adrénaline, Vicky parvient à échapper à son agresseur. En fait, elle a attrapé le téléphone et a appelé les secours elle-même, ce qui est incroyable. Avant que l'homme ne puisse s'emparer de son couteau, le beau-père de Vicky le met en joue. Il n'a que quelques secondes pour tirer. Mais son revolver s'enraye. Évidemment, il était sous le choc, mais il a eu l'idée de le frapper avec son arme. La police arrive quelques instants plus tard. Lâchez cette arme! Vicky et son agresseur sont tous deux conduits à l'hôpital. L'agent Danny Phillips est parmi les premiers sur place à prendre conscience du terrible drame qui vient de se dérouler. Elle s'est battue pour survivre. Dès qu'on avait passé la porte, on voyait partout du sang sur le sol. Et plus on avançait, plus il y avait de sang. On ne voyait que ça. Les preuves de l'agression violente sont partout dans la maison. Il y avait un couteau de cuisine tout tordu. Il était recouvert de sang. Un peu plus bas dans la rue, l'agent Phillips passe devant une maison qui lui semble étrangement familière. Tout s'est mis en place d'un coup. C'était un peu comme si une machine à sous vous alignait tous les 7. Il s'agit de la maison où Ruth Anderson a été violée et assassinée 5 ans plus tôt. L'endroit semble toujours porter les stigmates du crime atroce qui s'y est déroulé. Le meurtrier a échappé à la police pendant près d'une décennie et est devenu un tueur en série, assassinant brutalement Juanita Wofford et Ruth Anderson et en laissant Lily Jones pour morte après l'avoir violée. Se pourrait-il que l'agresseur de la jeune Vicky Tanbrook soit cet homme? Il y avait des traces de lutte partout dans la maison. D'après ce que j'ai vu, c'était le même scénario que dans la maison de Madame Anderson. C'était devenu vraiment évident. Je pensais vraiment que nous tenions notre homme. L'assassin de Madame Anderson, nous l'avions enfin identifié. Il s'agit de Charles Ray Vines, un homme divorcé et père de 2 enfants. Durant toutes ces années, jamais Vines n'est apparu comme suspect dans l'affaire Jones, ni dans celle de Juanita Wofford ou Ruth Anderson. Il est très apprécié de la communauté. Tous ceux qui le connaissaient étaient unanimes. C'était un type sympa, le gendre idéal. Tous les habitants de ce quartier se connaissaient. C'est comme ça dans les petites villes. Allez, serre-toi, on prend une bière. Vous êtes en voiture, vous voyez un voisin, et vous vous arrêtez pour discuter. Ça se fait de boire une bière ensemble. En fait, c'est précisément ce que Vines avait proposé au beau-père de Vicky quelques jours plus tôt. Merci, c'était sympa. On passe quand tu veux. Ok, avec plaisir. C'était le genre à ramasser les légumes de son jardin pour en proposer à ses voisins. C'était le voisin dont tout le monde rêve, celui qui vous aide à réparer votre clôture, celui qui s'occupe des parterres de fleurs des vieilles dames du quartier. Il payait régulièrement la pension alimentaire et gagnait bien sa vie en tant qu'ouvrier du bâtiment. Un homme m'a accosté dans la rue pour me dire qu'il connaissait bien Vines. Ils se voyaient souvent quand ils avaient 20-30 ans. Il a dit que c'était quelqu'un de bien, qui aidait beaucoup les autres. Ça me fait plaisir de vous aider. Mais Charles Ray Vines cachait à tous, sauf à ses proches, son côté sombre. Son ex-femme nous a raconté qu'il avait souvent fait semblant de l'étrangler, qu'il l'enfermait dans le débarras, et qu'il avait agressé son fils aîné avec un couteau. Leur fils m'a aussi raconté qu'un jour il était parti à la chasse aux écureuils avec son père et qu'ils s'étaient disputés plus tôt dans la matinée. Il a compris un peu plus tard que pour son père la discussion n'était pas close. Il avançait dans les bois devant son père quand on lui a tiré dessus de très loin. Heureusement, parce qu'il n'a eu que des petits fragments de plomb, mais ça a été quand même très traumatisant. Les enquêteurs lèvent peu à peu le voile sur le passé de Charles Ray Vines pour découvrir comment il a croisé la route de ses victimes.
Il connaissait Madame Jones depuis toujours. Son père et sa mère la conduisaient à l'église tous les dimanches. Et plus tard, quand Vines a obtenu son permis de conduire, c'est lui qui s'est chargé de l'accompagner à la messe. En fait, il l'appelait même Tante Lily. C'est vous dire à quel point ils étaient proches. Vines, dans son rôle de bon samaritain, a également aidé les voisins de Juanita Wofford à déménager. Merci pour le coup de main. Ce qui lui a fourni l'occasion rêvée pour repérer une nouvelle proie. Vous voulez le vendre ? Charles Ray Vines a fait la connaissance de Ruth Henderson le jour où son père lui a racheté une tondeuse. Une veuve habitant seule, la proie idéale. 2 séries de meurtres atroces viennent d'être résolues. Le jeune Jonathan Cole a été reconnu coupable des viols et de l'assassinat des 2 adolescentes. Il a été condamné à une double peine de prison à vie. Et Charles Ray Vines, le voisin irréprochable, le gendre idéal, l'homme tranquille, bien sous tout rapport, va devoir rendre compte du viol de 3 femmes âgées et du meurtre de 2 d'entre elles et du viol et de l'agression de la jeune Vicky Tambrook. Les enquêteurs pensent que pour satisfaire ces fantasmes de meurtre et de viol, le prédateur suivait et épiait ses futures victimes, les choisissant parmi les femmes vulnérables constituant son entourage. À l'hôpital, des inspecteurs se présentent pour l'interroger, mais il a fait tout de suite appel à un avocat. Il lui prélève tout de même un échantillon d'ADN qui est envoyé au laboratoire médico-légal. Le profil génétique de Charles Ray Vines correspond aux échantillons d'ADN prélevés chez Lily Jones, Juanita Wofford et Ruth Henderson. Pour éviter la peine de mort, Vines accepte de plaider coupable de tous les chefs d'inculpation. Le capitaine Ryder se retrouve enfin face au tueur qu'il pourchasse depuis 7 longues années. Vous n'auriez jamais cru, en l'écoutant parler, qu'il était un dangereux psychopathe. C'était un homme plutôt trapu et corpulent. Il ne fait aucun doute qu'il pouvait facilement maîtriser quiconque se mettait en travers de son chemin. Vines s'autorise quelques remarques concernant l'agression de Madame Jones, une femme qu'il connaît depuis l'enfance et qui l'a beaucoup aidé. Il a dit « Je savais que ce serait facile avec elle. J'ai besoin de téléphoner. » Il a ajouté « Elle ne m'a pas laissé entrer quand j'ai demandé à utiliser son téléphone. Alors j'ai enfoncé la porte et je l'ai violée. Je savais qu'elle était aveugle. Je l'ai frappée violemment et j'ai cru qu'elle était morte. Alors il est parti et il s'est levé le lendemain comme si de rien n'était. » Charles Ray Vines reconnaît immédiatement avoir tué Juanita Wofford et Ruth Henderson et les avoir violées post-mortem. Je lui ai demandé « Ça vous plaît d'avoir des relations sexuelles avec des femmes qui sont mortes ?» Et il a répondu « C'est ce que je préfère. C'est ce qui me fait fantasmer. » D'après lui, sur une échelle de 1 à 10, ça valait bien un 12. C'est ça qui lui plaisait. Ce comportement sexuel déviant a pu commencer très tôt. Son père tenait l'entreprise de pompes funèbres de la ville et il a été l'adjoint du légiste du comté durant de nombreuses années. Tout le monde connaissait son père. La police connaissait bien la famille parce que chaque fois qu'un corps était découvert, si le légiste n'était pas disponible, un de ses adjoints se déplaçait. Charles Ray Vines a en quelque sorte grandi dans une maison funéraire. En fait, il était veilleur dans une entreprise de pompes funèbres. Mais Vines a changé son mode opératoire en prenant pour cible une adolescente. Ok, merci. Il appréciait particulièrement les femmes âgées qui vivaient seules, parce qu'il pouvait les atteindre facilement. Mais cette jeune fille de 16 ans était aussi une victime toute désignée pour lui. C'était une proie facile. Mais c'est l'agression de Vicky Tambrook qui permettra de l'arrêter. Elle a puisé dans ses dernières forces pour survivre. J'ignore vraiment comment elle a pu survivre à cette agression. Il y avait une énorme quantité de sang dans le salon. Elle était presque exsangue. Il lui avait donné des coups de couteau au cou, à la tête, à la poitrine, provoquant une atélectasie pulmonaire. L'attaque a été violente.
mais elle a réussi à lui résister. C'est une adolescente petite et menue, mais elle a quand même supporté l'affrontement assez longtemps pour que les secours arrivent, et surtout pour survivre. Elle le connaissait et elle savait qu'il habitait les environs. Et lui savait qu'il devrait la tuer pour qu'elle ne puisse pas l'identifier. Vicky Tanbrook a ensuite été transférée dans l'unité des soins intensifs où elle a continué à se battre. Elle avait le visage tuméfié, les yeux pochés. On a dû lui faire des points de suture. Elle a été blessée au front aussi. Et quand je lui ai pris la main, c'est comme si le monde s'était arrêté. Elle a agrippé ma main et elle m'a chuchoté. Je me suis accrochée, Sissi, je me suis battue jusqu'au bout. Grâce à sa ténacité et à son courage et au retour providentiel des parents de Vicky, la police a enfin réussi à mettre sous les verrous l'un des prédateurs les plus redoutables de toute l'histoire de l'Arkansas. Vicky Tanbrook a passé de longs mois à l'hôpital, continuant de se battre pour pouvoir retrouver sa vie. Elle est retournée au lycée, a obtenu son diplôme et décroché une bourse pour aller à l'université. Et elle a réussi. Ma sœur est mon héroïne. Et elle l'est pour ma famille et pour les familles des autres victimes. Parce que si elle n'avait pas lutté pour survivre, rien n'aurait permis de relier l'assassin à ses autres meurtres. Charles Ray Vaines a été condamné à une triple peine d'incarcération à perpétuité. Et aussi troublant et révoltant que cela puisse paraître, les cas de nécrophilie jalonnent l'histoire de l'humanité. Quelques exemples. Après avoir tué son épouse, Hérode abusa 7 ans de son cadavre. Au XIe siècle, un chroniqueur relate les vitupérations d'un abbé à l'encontre des barbares qui s'adonnent à la luxure avec les cadavres qu'ils déterrent des fosses communes. Plus récemment, en Russie, un chercheur spécialiste des cimetières et auteur de nombreux ouvrages fut interpellé en 2011. La police avait retrouvé chez lui les restes de 29 jeunes filles décédées entre les âges de 14 et 25 ans. Dans son cas, il n'y avait pas eu meurtre, mais les corps étaient reconstitués et habillés de vêtements volés et les têtes remplacées par celles de jouets en peluche. Oh, je me garderai bien d'ajouter un commentaire à cette énumération qui a le don de me soulever le cœur. Une femme est retrouvée morte. Mais comment le tueur s'est-il procuré le code d'accès de sa maison? Comment a-t-il pu entrer aussi facilement chez elle pour fouiller dans ses effets personnels? Comment pouvait-il connaître tous ses faits et gestes? Le décryptage de ces lettres anonymes va permettre d'avoir la réponse à ces questions et de le démasquer. Une experte en assurance disparaît lors d'une inspection de routine chez un particulier après une tempête. Les enquêteurs trouveront les premiers éléments dans un cours d'eau, mais ce sont les preuves médico-légales récoltées sur une pièce de moto et une enveloppe de banque qui leur fourniront le mobile. Bonjour, voici un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. Voyez-vous, dans certaines affaires de meurtre, un corbeau vient brouiller les pistes des enquêteurs. Tenez, rappelez-vous l'affaire du petit Grégory. C'était le 16 octobre 1984. Le corps du garçon âgé de 4 ans était retrouvé sans vie dans la Vologne. Le lendemain de cette macabre découverte, le père de la victime, Jean-Marie Villemain, recevait une lettre anonyme revendiquant le crime. Cette lettre n'était en fait que le point final d'un harcèlement du corbeau envers les parents de Grégory, qui durait déjà depuis 4 longues années. Hélas, lors de l'enquête, les analyses graphologiques se suivent et se contredisent. La salive retrouvée sur les timbres se refuse à parler et l'identité du corbeau reste mystérieuse. Les experts de la police auront-ils plus de chance dans l'histoire que nous allons suivre aujourd'hui? En 30 ans, les techniques scientifiques se sont perfectionnées. Mais
c'est l'aide d'un linguiste réputé qui va marquer un réel tournant dans cette enquête. D'après une étude récente, 2% des hommes et 8% des femmes ont déjà été victimes de harcèlement au moins une fois dans leur vie. Charlene Hummert, 48 ans, n'aurait jamais pensé en faire partie. Elle est mariée depuis 20 ans et elle a 3 enfants. Elle est assistante administrative dans la fonction publique. C'était une femme adorable, très gentille, très serviable. Elle était très pieuse. Elle allait à l'église tous les dimanches. C'était une bonne mère et une amie fidèle. C'était la personne la plus chaleureuse, la plus bienveillante et la plus généreuse que j'ai jamais connue. Tout commence en 2001 lorsque Brian, le mari de Charlene, trouve une enveloppe sur son pare-brise. À l'intérieur, une photographie de sa femme accompagnée d'une lettre. Voici la preuve que ta femme est une traînée. J'ai couché avec elle. Elle a abusé en prévenant ma fiancée. Tout est de sa faute. Elle me le paiera. Charlene tombe des nues. Elle assure à son mari qu'elle n'a jamais eu d'aventure et elle ne voit pas du tout qui pourrait avoir écrit cette lettre. Je lui ai dit d'aller voir la police. C'était tout de même grave. Visiblement, cet individu avait du temps à perdre. Et selon toute vraisemblance, ce n'était pas bon pour Charlene. La police met la maison de Charlene sous surveillance, ce qui n'empêche pas le corbeau de récidiver. J'avais peur pour elle. Franchement, il y avait de quoi. Dehors, tout le monde nous semblait suspect. Cette histoire nous a mis sur les nerfs pendant des semaines. On n'avait aucune piste, aucun suspect qu'on aurait pu interroger. On a fait examiner les lettres et les photos à la recherche d'éventuelles empreintes digitales, mais ça n'a rien donné. À en croire sa dernière lettre, le corbeau en sait long sur le système d'alarme de la maison de Charlene. Je sais que vous avez des caméras. Les amis de vos enfants ont la langue bien pendue. Je sais aussi que le code de la maison est 7805. Bien entendu, toute cette histoire provoque des tensions au sein du couple. Selon Brian, Charlene a quitté le domicile conjugal après une violente dispute et depuis, elle n'a pas donné signe de vie. Même ses enfants ne savaient pas où elle était. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais sans succès. J'ai commencé à m'inquiéter. La police diffuse un avis de recherche à toutes ses unités pour tenter de retrouver la voiture de Charlene. Elle est localisée le lendemain matin sur le parking d'un supermarché. Le corps de Charlene est à l'arrière, dissimulé sous une couverture. Elle a été étranglée. Sa famille est persuadée que c'est le corbeau qui l'a tuée. Mais un détail interpelle pourtant David, 20 ans, le fils aîné des Hummert. La nuit où sa mère a disparu, le jeune homme était sorti. Il avait passé la soirée dans la maison d'un ami et n'était rentré au domicile familial que vers 5 heures du matin. À ce moment-là, la Land Rover de sa mère était encore dans l'allée. Pénétrant dans la maison, David avait trouvé son père devant son ordinateur. Étonné de le voir veiller si tard, il l'interrogea. Et d'une voix calme, Brian Hummert expliqua qu'il s'était disputé avec Charlene et que celle-ci avait appelé quelqu'un, il ne savait pas qui, pour venir la chercher en voiture. Quelques minutes plus tard, elle avait quitté son domicile. Le lendemain matin, au réveil, David s'est rendu compte que la Land Rover de sa mère avait disparu. Serait-elle revenue pour la chercher dans la nuit? Cela lui paraît étrange, mais il ne sait pas encore quoi en penser. L'autopsie du corps confirme qu'elle est bien morte par strangulation. D'après le médecin légiste, toute une mise en scène a eu lieu après le meurtre de Charlene. Son pantalon était à l'envers, ce qui laissait à penser qu'on l'avait probablement habillé après l'avoir tué. Ses vêtements étaient humides dans le dos, alors que l'arrière de la voiture était sec. Il y avait donc de fortes chances pour qu'on ait transporté son corps. Plusieurs éléments prouvent que l'assassin a transporté le corps de Charlene après l'avoir tuée. Les marques qu'elle avait au niveau du sacrum ou du coccyx
laissait à penser qu'on avait traîné son corps. Il y avait des graviers et de la boue incrustée dans la peau. Il n'y avait pas eu de saignement, ce qui voulait dire qu'elle était déjà morte lorsque c'est arrivé. Les enquêteurs envoient des échantillons de la terre et des graviers retrouvés sur le corps à 2 laboratoires indépendants. Malheureusement, les analyses ne donnent rien et ne permettent pas de déterminer leur provenance. Sur la scène de crime, les employés du supermarché donnent toutefois à la police une information intéressante. D'après eux, la voiture de Charline était déjà sur le parking au petit matin lorsqu'ils sont arrivés pour travailler. Les enquêteurs pensent qu'il y a de fortes chances pour que le tueur soit entré dans le magasin. S'il avait abandonné le véhicule comme ça sur le parking, le conducteur aurait attiré l'attention. Les gens auraient forcément trouvé ça louche comme attitude et ils auraient donné l'alerte. Ils décident donc de visionner les bandes de vidéosurveillance du supermarché pour voir tous les clients qui étaient là à l'ouverture. Un homme en particulier attire leur attention. Il porte une doudoune bleu marine, un bonnet en laine et des gants rouges. Et visiblement, il ne tenait pas à se faire remarquer. Bizarrement, il n'a acheté qu'un seul article, des biscuits pour chiens. C'est plutôt inhabituel. On ne va pas au supermarché le samedi à 6 h du matin pour acheter seulement un paquet de biscuits pour chiens. Malheureusement, la qualité des images ne permet pas d'identifier l'homme en question. C'était à la fois frustrant et décevant de voir qu'on n'arrivait pas à distinguer nettement le suspect sur les images de vidéosurveillance. Et même après les avoir envoyés à un laboratoire spécialisé pour les rendre plus nettes, on n'arrivait pas à voir son visage. Les enquêteurs envoient alors les bandes à un expert en photogrammétrie assermenté. La photogrammétrie permet de créer une image en 3D à partir d'une image en 2 dimensions, grâce aux mathématiques et à la physique. Heureusement, les caméras de surveillance du magasin sont fixes. La direction fournit à l'expert les dimensions des dalles qui recouvrent le sol, ce qui permet d'obtenir un ordre de grandeur par rapport au pied du suspect. Dans ce cas, la configuration était idéale. On avait les dimensions des dalles au sol. Il avait un pied par terre et il s'apprêtait à avancer l'autre. Dans cette position, il n'y a plus qu'à traverser une ligne verticale de bas en haut. Et en fonction de l'échelle, on peut déterminer la taille de l'individu. L'expert utilise ses caméras de surveillance pour photographier une sorte de toise posée exactement au même endroit que le suspect. En prenant la taille des dalles comme élément de référence, Williamson effectue des calculs et parvient à déterminer que le suspect mesure 1,70 m. C'est un élément capital. Cette technique permet d'obtenir des informations dont on n'aurait jamais pu avoir connaissance autrement. Les enquêteurs sont persuadés que la terre retrouvée sur le corps de Charline permettra d'identifier le suspect. Les premières analyses n'ont rien donné, mais ils refusent de baisser les bras et demandent tout de même son aide à Skip Palahniuk, un microscopiste médico-légal mondialement réputé. Ça fait quand même 52 ans que j'examine de la terre au microscope. Palahniuk commence par récupérer la terre accrochée aux fibres des vêtements de Charline, et pour cela, il a une technique bien à lui. J'ai utilisé un diapason, et ce pour 2 raisons. 1, ça permettait de regrouper toute la terre, et 2, de la séparer des fibres du pantalon qui étaient très nombreuses. Une fois l'échantillon débarrassé de toute particule, Palahniuk l'observe au microscope et découvre qu'il s'agit d'une terre bien particulière. De toute ma carrière, je n'avais jamais vu une telle variété de minéraux. L'échantillon contient du carbure de silicium et de la magnétite, mais on y trouve aussi des traces de fer. Selon toute vraisemblance, on avait affaire à quelqu'un qui faisait de la mécanique, qui affûtait des outils ou utilisait un chalumeau. Palahniuk compare la terre retrouvée sur Charline avec 5 autres échantillons. Certains proviennent de son quartier, d'autres de zones plus éloignées. L'expert finit par déterminer que la terre sur les vêtements de la victime provient de sa propre allée.
Quand je lui ai dit que le fils faisait de la mécanique et s'entraînait dans l'allée, il m'a dit que ça correspondait exactement à ce qu'il avait trouvé. C'était exactement ça. Les enquêteurs savent maintenant que le tueur mesure 1,70 m, qu'il porte une doudoune bleu marine et des gants rouges. Et qu'il a traîné le corps de Charline le long de son allée après l'avoir assassiné. Ce qui réduit considérablement la liste des suspects potentiels. Si Charlène a été traînée dans l'allée devant sa résidence, comme le prouvent les analyses scientifiques, alors son meurtrier est probablement quelqu'un de sa famille. Quelqu'un qui aurait été là la nuit du meurtre. Les Hummert avaient 3 enfants. David, 20 ans, Tracy, 19 ans et Dean, 12 ans. Selon leur tante Bonnie Meyer, lorsque leur mère a disparu, David et Tracy étaient sortis chacun de leur côté avec des amis. Et le plus petit, Dean, se trouvait à l'église. Mais la police ignore en fait l'heure exacte de la disparition et de la mort de la femme. L'autopsie a seulement établi qu'elle avait été étranglée entre le 19 et le 20 mars. A-t-elle été tuée dans la nuit, avant 5 heures du matin, ce qui désignerait son mari comme le meurtrier? Ou était-ce un peu plus tard, une fois que les 2 aînés étaient rentrés de leur soirée? Pour l'instant, rien ne l'indique. Brian Hummert prétend que sa femme Charline a quitté le domicile conjugal le vendredi soir. Leurs 3 enfants étaient sortis avec des amis et ils ont commencé à se disputer. Charline a ensuite quitté la maison vers 22h30 et elle n'est jamais revenue. Je suis rentré chez moi vers 4 ou 5 heures du matin. Elle aurait pu le quitter, c'était possible. Mais elle ne serait jamais partie sans nous prévenir, ma sœur et moi, et en laissant mon petit frère. Munis d'un mandat de perquisition, les enquêteurs fouillent la maison familiale. Ils découvrent un câble rouge que la famille utilise comme laisse pour le chien. Et bizarrement, ce câble n'est pas sans leur rappeler quelque chose. Il y avait une petite pièce métallique sur une partie de la laisse qui correspondait étrangement avec une des marques que j'avais observées sur le devant de son cou. Nous en sommes arrivés à la conclusion que cette laisse rouge était l'arme du crime, ou tout du moins que le tueur avait utilisé un objet très similaire pour la tuer. Après cela, Brian Hummert change tout à coup sa version des faits. Il n'a pas tué sa femme. Il est innocent à 100%. Par l'intermédiaire de ses avocats, Hummert prétend désormais que c'est son fils, David, le coupable. Il aurait tué sa mère après une dispute. C'est complètement ridicule, ça m'a mis en colère qu'il fasse ça. Mais en même temps, la défense avait besoin d'un bouc émissaire. C'est toujours plus commode d'accuser quelqu'un d'autre. Ces accusations étaient totalement grotesques. Tout le monde s'accorde à dire que Charline avait d'excellentes relations avec ses enfants, et en particulier avec David, son aîné. Ceux qui connaissent David et Charline savaient que c'était totalement impossible. Il était tout pour elle, et elle était tout pour lui. En revanche, les relations au sein du couple n'étaient pas aussi harmonieuses. Elle n'était pas heureuse avec lui. Ils se disputaient beaucoup, et elle avait l'intention de le quitter. Elle était déjà partie une fois, apparemment parce qu'il était violent avec les enfants. Mais avant que les enquêteurs n'aient le temps de faire quoi que ce soit, ils reçoivent une lettre qui innocente Hummert. J'ai reçu la lettre au commissariat. Elle m'était personnellement adressée. Son auteur s'accusait du meurtre de Charline. Ça disait « Ce n'est pas son mari qui a tué Charline, c'est moi ». Et c'était signé John. L'auteur de la lettre prétend avoir tué Charline parce qu'elle voulait mettre un terme à leur relation qui durait depuis 9 mois. Elle voulait casser, alors je lui ai cassé le cou. C'est ma 5e victime, je commence à avoir la main. C'était tellement facile de faire accuser le mari à ma place. C'est le coupable idéal. Les enquêteurs envoient cette dernière lettre, ainsi que celle du corbeau, au docteur Robert Leonard, un éminent linguiste.
qui ne se destinait pas du tout à faire carrière comme expert judiciaire. Au départ, il était l'un des fondateurs du groupe de rock Shanana, mais la lecture d'un de leurs contrats a bouleversé sa vie. Ce jour-là, je me suis aperçu que les contrats stipulaient toujours autre chose que ce qu'on pensait à la première lecture. C'est grâce à ça que j'ai découvert l'importance de la linguistique. La linguistique pourra-t-elle résoudre un crime là où les enquêteurs ont échoué? La discipline a déjà fait ses preuves. C'est grâce à elle que Ted Kaczynski, un terroriste anarchiste, plus connu sous le nom de Una Bomber, fut arrêté le 3 avril 1996, et c'est ainsi que prit fin la traque la plus coûteuse de l'histoire du FBI. Pendant 18 ans, Una Bomber envoya 20 colis piégés, faisant une vingtaine de blessés et 3 morts, sans que la police ne parvienne à lui mettre la main dessus. Jusqu'à ce que James Fitzgerald, un agent du FBI spécialiste de linguistique, compare les écrits de plusieurs suspects au manifeste d'Una Bomber publié dans le Washington Post en juin 1995. Le rapport du linguiste a été déterminant dans l'arrestation et dans la condamnation de Ted Kaczynski par l'analyse de son style et de son vocabulaire. Il a pu constituer l'élément de preuve fondamental de sa culpabilité. L'analyse des écrits va-t-elle se révéler aussi décisive dans notre affaire? Voyons donc notre expert linguiste à l'œuvre. Lorsque le docteur Leonard examine les lettres du corbeau et celles du prétendu tueur, il remarque quelque chose d'étrange. L'auteur des lettres utilise une formule de rhétorique plutôt inhabituelle appelée antanaclase, une figure de style qui consiste à utiliser 2 fois le même mot dans une phrase en lui donnant 2 sens différents. Le tueur disait par exemple « Elle a voulu casser avec moi, alors je lui ai cassé le cou ». Il emploie cette tournure ironique pour faire de l'humour noir. Or, le corbeau utilise justement le même procédé linguistique. Je me suis fait abuser car elle avait abusé en prévenant ma fiancée. Cette tournure est extrêmement rare. Pour le docteur Leonard, il ne fait donc aucun doute que le corbeau et le tueur ne font qu'un. Non seulement ces 2 lettres avaient été envoyées avant et après la mort de cette pauvre femme, mais en plus, on y retrouvait le même procédé stylistique très caractéristique. Donc il y avait vraiment très peu de chances pour que ce soit une coïncidence. Mais la linguistique pourra-t-elle à elle seule permettre d'identifier le tueur? Ignorer les informations apportées par le langage, c'est ne pas tenir compte de preuves essentielles qui pourraient permettre de résoudre une affaire. Le docteur Leonard examine tout d'abord des écrits de Brian Eumert. Comme il s'agit principalement de courriers à caractère professionnel, il n'y trouve effectivement aucun exemple d'antanaclase. Mais quelque chose attire tout de même son attention. Nombre d'entre nous utilisent des formes contractées pour s'exprimer. Par exemple, « t'es pas là » au lieu de « tu n'es pas là ». Eumert utilise systématiquement la forme contractée dans les phrases négatives. Mais il ne le fait jamais dans les phrases affirmatives. Il dit toujours « tu es là » au lieu de « t'es là ». Or, le corbeau fait exactement la même chose. Il utilise la forme contractée dans ses tournures négatives. « Je sais pas »,« elle peut pas », et ainsi de suite. Mais jamais dans les phrases affirmatives comme « tu as raison »,« tu aurais aimé »,« tu as renoncé ». En anglais, presque tout le monde utilise la contraction dans les 2 formes. Or, ce n'était pas le cas du corbeau, ni du prétendu tueur en série. L'auteur des lettres utilisait parfois la contraction à la forme négative, mais jamais à la forme affirmative. Ce petit détail suffit au docteur Leonard pour identifier le tueur. Parmi tous les écrits que j'ai examinés, les seuls où j'ai retrouvé cette tournure grammaticale étaient ceux du suspect Brian Eumert. Chien. Ce ticket confirmait qu'il s'était bien rendu dans le supermarché en question, au petit matin du 20 mars 2004.
C'était une preuve accablante. Brian est inculpé de meurtre. Le procureur pense qu'au départ, il voulait sauver son couple. Son mariage battait de l'aile. Alors il a tenté le tout pour le tout et il a inventé ce mystérieux corbeau. Ça lui permettait de passer pour un héros. Il pensait que grâce à ça, sa femme se rapprocherait de lui. Et que tout rentrerait dans l'ordre. Mais au lieu de cela, les lettres du corbeau n'ont fait qu'accentuer les tensions au sein du couple. Le procureur pense même que Charline avait découvert que le mystérieux corbeau n'était autre que son mari. Le soir du meurtre, les 3 enfants sont sortis avec des amis. Une dispute éclate entre Charline et Brian. Brian s'énerve et devient comme fou. Il attrape le premier objet qui lui tombe sous la main, la laisse du chien, et étrangle sa femme avec. Il habille ensuite le corps de son épouse, mais enfile son pantalon à l'envers. Il traîne son corps jusqu'à la voiture, ramassant au passage la terre caractéristique de son allée. Puis il se rend dans un endroit près de chez lui, où il pourra abandonner le véhicule de sa femme, en l'occurrence le supermarché. Il entre dans le magasin pour acheter des biscuits pour chiens afin de ne pas éveiller les soupçons. Mais c'était sans compter les caméras de vidéosurveillance. À elle seule, une image est toujours plus parlante que des mots. Et là, c'était on ne peut plus vrai. En octobre 2006, Brian Hummert est jugé coupable d'assassinat. Il est condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Je ne pensais pas que mon père pouvait faire une chose pareille. Au contraire, il faisait tout pour que ça marche entre eux. Il n'avait jamais été violent envers ma mère, seulement envers nous. Je ne le pensais pas capable d'aller jusque-là. Mais tout prouvait que c'était lui qui l'avait tué. Dans cette affaire, plusieurs experts médico-légaux ont travaillé de concert pour permettre de prouver la culpabilité du tueur. De toute évidence, il n'avait pas regardé suffisamment d'émissions policières, sinon il ne se serait pas fait prendre. Pour les enquêteurs, c'était presque trop facile. Je ne pense pas que Brian Hummert s'est douté un seul instant que sa façon d'utiliser les contractions pourrait l'incriminer. Comment aurait-il pu le deviner ? Cette affaire illustre parfaitement comment les experts peuvent permettre de reconstituer le puzzle grâce à différents éléments médico-légaux et apporter au jury les preuves nécessaires pour condamner l'accusé sans l'ombre d'un doute. Au procès de Brian Hummert, ses 2 plus grands enfants, David et Tracy, se sont installés chacun d'un côté du tribunal. David, 22 ans à l'époque, qualifiait son père de monstre, alors qu'au même moment Tracy, d'1 an sa cadette, clamait son innocence. Pourtant les preuves sont là. Et en plus, Brian a plaidé coupable. C'était pour nous protéger, moi, David et mon petit frère. Mais alors pourquoi Brian a accusé un temps son fils? S'agirait-il en fait d'un meurtre en famille? Le père et le fils complices? Mais en prison, le père de famille finira par avouer son crime à un codétenu. Il n'oubliera rien des détails les plus sordides. Malgré cela, Brian obtiendra un second procès pour le meurtre de sa femme. En 2013, le jury a confirmé sa première sentence. En France, en 2012, plus de 60 000 personnes ont été signalées disparues. Si la plupart étaient des disparitions se révélant être des fugues d'adolescents, un quart d'entre elles sont jugées inquiétantes et font l'objet d'investigations et d'enquêtes approfondies. Ce sont celles que l'on retrouve à la une de nos quotidiens. Enfants tombés entre les griffes d'un pédophile, jeunes femmes victimes de prédateurs sexuels. Dans l'affaire que nous allons suivre maintenant, une Américaine de 25 ans, fraîchement diplômée, débute sa vie active avec un emploi dans une compagnie d'assurance. Après un rendez-vous professionnel dans un quartier malfamé, la jeune fille ne donne plus signe de vie. Ses parents et ses amis s'inquiètent. Que lui est-il arrivé?
La police est chargée de l'enquête. Au cours de l'été 2004, 4 ouragans s'abattent sur la Floride en à peine 2 mois. Résultat, plus d'1 milliard de dollars de dégâts matériels à travers l'État et des milliers de sans-abri. Les tempêtes ont touché beaucoup de gens. Même plusieurs mois après leur passage, on voyait encore des maisons avec des bâches en guise de toiture. Les compagnies d'assurance doivent faire face. Pour cela, elles envoient leurs experts d'un bout à l'autre de l'État. L'une d'entre elles se nomme Cathy Freshley. À 25 ans, elle vient à peine de finir ses études. En quelques semaines, on a été touché par un premier ouragan, puis un deuxième, un troisième et un quatrième. Les autorités étaient débordées. Après une semaine de travail difficile, Cathy a décidé de rejoindre des amis au restaurant le vendredi soir. Mais elle ne se rendra jamais au rendez-vous. Et ni sa famille ni ses amis n'auront de ses nouvelles de tout le week-end. Ma femme a essayé de l'appeler des dizaines de fois. Au bout d'un moment, elle a fini par s'inquiéter. Personne ne savait où elle était. Elle venait tout juste de mettre fin à une relation de 4 ans avec un garçon. Et pour la première fois de sa vie, elle était vraiment indépendante. Amy, la meilleure amie de Cathy, possède une clé de son appartement. Elle s'y rend aussitôt. À l'intérieur, rien n'a été déplacé, mais le chat n'a pas été nourri du week-end. Et surtout, il n'y a aucune trace de Cathy. Elle a tout de suite compris que quelque chose clochait. Elle nous a appelés en disant « Je ne veux pas vous faire peur, mais je n'arrive pas à trouver Cathy ». La police lance un avis de recherche pour la voiture de la jeune fille. En interrogeant son employeur, ils apprennent qu'elle avait rendez-vous dans le quartier de Sulphur Spring à Tampa chez un particulier pour une histoire de fuite sur le toit. C'était un quartier très mal famé. Cathy n'arrivait pas à trouver l'adresse. Et quand Amy est rentrée à leur bureau de NapQuest, elle a pu la guider par téléphone. Selon sa collègue, Cathy a fini par trouver la maison. Elle a dû raccrocher précipitamment parce que quelqu'un venait à sa rencontre. C'est la dernière fois qu'on a entendu le son de sa voix. Les parents de Cathy décident de se rendre eux-mêmes au 1503 Mulberry Street pour parler aux locataires, Jason Funk et Pamela Ince. Le jeune couple a emménagé 3 jours auparavant. On était à peine installés que quelqu'un est venu frapper à notre porte pour nous demander si on avait vu Katrina Freshley dans les parages, ou tout du moins, une voiture de la compagnie d'assurance. Le couple leur répond qu'il était absent et qu'aucun d'eux n'a rencontré la jeune femme. Mais ce n'est pas tout. Ils n'ont jamais eu de fuite dans la toiture et le propriétaire ne leur a pas non plus parlé d'un rendez-vous pris avec un expert de la compagnie d'assurance. À moins de 2 km des lieux, les parents retrouvent la voiture de Cathy sur le parking d'un bar. Ils préviennent immédiatement la police. La voiture a été abandonnée avec les clés sur le contact. J'ai pensé qu'elle était dans le coffre. On avait envie de l'ouvrir pour savoir, mais on avait en même temps très peur de le faire. Mais le coffre est bel et bien vide. La seule chose qu'ils trouvent à l'intérieur, c'est le sac de Cathy, mais sans argent liquide ni carte de crédit. D'un côté, on était soulagés qu'elle n'y soit pas. Mais de l'autre, on n'était pas plus avancé et on ne savait pas où chercher. Les techniciens de l'identité judiciaire passent le véhicule au peigne fin. Il n'y a ni empreinte ni trace de sang à l'intérieur. En revanche, ils relèvent plusieurs cellules de peau sur le volant. Plus rien n'échappe aujourd'hui à la police scientifique. Le criminel aura beau prendre toutes les précautions, il lui sera difficile de ne pas laisser de traces derrière lui, se faisant trahir par son propre corps. Car, même si un délinquant porte des gants pour éviter de laisser des empreintes, même s'il s'est doté d'un masque afin de ne déposer aucun postillon de salive, et même s'il est coiffé d'un bonnet qui empêche au moindre de ses cheveux de tomber, les experts de la police scientifique pourront encore trouver des indices de sa présence grâce à des preuves microscopiques, les cellules de sa peau.
Nous perdons en effet des millions de ces cellules quotidiennement. En se grattant la tête ou le cou, par exemple, l'individu va se débarrasser, sans le savoir, de milliers d'entre elles. On a tout de suite envoyé les échantillons prélevés dans la voiture de Cathy au laboratoire pour voir s'ils contenaient de l'ADN. Et on a réussi à isoler l'ADN d'au moins 2 personnes distinctes. L'un d'eux appartient à Cathy Freshley. L'autre provient vraisemblablement du tueur. À l'intérieur du véhicule, les techniciens ne retrouvent rien d'autre qu'une simple enveloppe de banque vide. Quoi qu'on lui ait fait, ça s'est passé à l'extérieur de la voiture. La police passe maintenant à l'enquête de voisinage. Et la chance sourit aux enquêteurs. La veille, un concierge a vu un homme abandonner le véhicule. Le témoin nous a décrit un homme de type caucasien d'environ 1,85 m. Il l'avait vu se garer, descendre de voiture et s'éloigner en marchant. Il n'avait pas verrouillé les portières et laissé les clés à l'intérieur. La police décide d'inspecter la zone comprise entre la maison où la jeune fille avait rendez-vous et le parking où la voiture a été abandonnée. Sur une intuition, l'enquêteur Masucci se rend du côté de la Hillsborough River. Il va y faire une terrible découverte. J'étais en train d'inspecter les bords du fleuve avec ma lampe torche quand j'ai vu une forme blanche flotter à la surface. Je suis allé voir ça de plus près et au bout de quelques secondes, je me suis rendu compte que c'était un soutien-gorge. Plus précisément, une bretelle de soutien-gorge. Et là, j'ai compris que je tenais quelque chose de concret et qu'on pouvait envisager le pire pour cette jeune fille. Très vite, les craintes de Masucci se confirment. Il s'agit bien de Cathy Freshley. Je me suis littéralement effondrée. C'était comme si on m'avait donné un coup de couteau dans le ventre. Et puis je me suis laissée tomber par terre. Je n'arrivais pas à y croire. Le corps de Cathy est resté environ une trentaine d'heures dans l'eau. Et la jeune fille a été violée. On n'imaginait pas qu'une telle tragédie nous arriverait un jour. On lit ce genre d'histoire dans les faits divers où on en entend parler à la télé, mais on se dit toujours que ça n'arrive qu'aux autres. L'autopsie révèle qu'elle a été frappée à la tempe avec un objet contondant. C'était évident qu'elle n'était pas morte noyée, mais qu'on l'avait jetée à l'eau post-mortem. En fait, elle était peut-être même encore vivante quand on l'a mise là. On ne peut pas totalement écarter cette possibilité. Au niveau de la tempe, le médecin légiste remarque une blessure dont la forme est très inhabituelle. La forme de la plaie causée par l'objet contondant était très spécifique. Une marque circulaire d'1,2 cm. D'après le médecin légiste, l'arme du crime sera assez facilement identifiable si la police parvient à mettre la main dessus. Comparer l'arme du crime à la forme de la blessure ne serait pas difficile, et ce serait une grande avancée dans l'enquête. Mais elle ne relève aucun ADN sur son corps. Étape suivante, déterminer la distance que le corps a parcourue dans le fleuve avant que la police ne le retrouve. Cela permettra de savoir où le crime a réellement été commis. L'équation est simple. En s'appuyant sur le temps passé par le corps dans l'eau et sur la vitesse du courant, on peut déterminer la distance parcourue. Les enquêteurs apprennent l'existence d'un barrage en amont du fleuve. Et lorsqu'on ouvre les vannes, le courant est naturellement plus fort. Pendant les 28 heures que Cathy avait passées dans la rivière, depuis sa mise à l'eau jusqu'à ce qu'on la retrouve, le barrage était fermé. Ce qui signifie que le corps n'a quasiment pas bougé de son emplacement initial. Maintenant que les enquêteurs savent à peu près où le meurtrier a abandonné le corps, la maison du 1503 Mulberry Street devient de plus en plus suspecte. Elle n'est qu'à 300 mètres du lieu de la découverte du corps.
Pourtant, ces occupants déclarent qu'ils étaient absents au moment des faits et que la mort de la jeune fille a été un véritable choc pour eux. Je crois qu'ils ne mesuraient pas bien l'ampleur de toute cette histoire. C'est comme si j'avais mis un voile sur mes émotions à ce moment-là. J'étais beaucoup moins affecté par cette histoire que ma copine. Je suis quelqu'un de réaliste. On ne pouvait rien y faire de toute façon, donc autant se calmer et laisser les choses suivre leur cours. Le couple n'est que locataire et selon lui, seul le propriétaire aurait pu téléphoner à la compagnie d'assurance. Jeff Freshley, le père de Cathy, décide alors de mener lui-même sa petite enquête. Il se rend chez le propriétaire pour l'interroger. Il lui avait effectivement téléphoné pour la faire venir, mais il ne l'avait jamais vue personnellement. Ça paraissait quand même un peu suspect. Face aux lenteurs de la police, il arrive parfois que des parents anéantis par la disparition de leurs enfants décident de mener leur propre enquête, voire de se faire justice eux-mêmes. Ce fut le cas du père de Kalinka, 15 ans, retrouvée morte dans son lit en 1982, alors qu'elle passait des vacances avec sa mère et son beau-père, le docteur Krombach, en Allemagne. André, le père de Kalinka, avait immédiatement suspecté le nouveau mari de son ex-femme. Il avait porté plainte contre l'homme en France et l'avait fait condamner par contumace en Allemagne. Mais l'Allemagne refusait de livrer le criminel. Excédé, André finit par organiser une opération commando et en 2009, il enleva Krombach et le ramena ligoté, bâillonné et blessé sur le sol français. Pour ce geste, le père de Kalinka sera jugé et risque 10 ans de prison. Mais revenons à notre histoire. Le père de Cathy a commencé sa propre enquête. Il est allé trouver le propriétaire de la maison où sa fille a disparu pour tenter d'en savoir plus. Alors va-t-il découvrir des éléments qui auraient échappé à la police? L'homme a un alibi. Le jour où Cathy avait disparu, l'un de ses employés ne l'avait pas quitté de toute la journée. Apparemment, il avait oublié de prévenir ses locataires que Cathy ou quelqu'un d'autre de la compagnie d'assurance devait passer constater les dégâts. Toujours à la recherche d'un suspect, la police décide de vérifier les mouvements bancaires sur la carte de crédit de Cathy pour voir si elle n'a pas été utilisée après sa mort. Et ça marche, car les enquêteurs savent pertinemment que les criminels réfléchissent rarement aux conséquences de leurs actes. Sur les 4 tentatives de paiement avec la carte de Cathy, l'une d'entre elles avait réussi. Ça nous a mis sur une piste pour identifier le ou les suspects. Les enquêteurs se rendent donc sur chacun des lieux où la carte de crédit a été utilisée. Par chance, l'un d'entre eux est une supérette équipée de caméras de surveillance et la vidéo est très utile. On y voit un homme de type caucasien d'environ 1,80 m. D'après l'employé du magasin, l'homme lui a dit que c'était la carte de sa petite amie. Mais au lieu d'y apposer le nom de Cathy, il a signé de son propre nom. Jason Funk. Le locataire de la maison de Mulberry Street. On n'en revenait pas qu'il ait pu faire ça. Je ne comprends toujours pas ce qui a pu lui passer par la tête pour croire qu'il allait s'en sortir. C'était tellement stupide de faire ça. En inspectant le jardin de la maison du suspect, les enquêteurs découvrent les restes d'un feu. À l'intérieur, ils trouvent des morceaux calcinés de tapis et une boucle de ceinture. La boucle ressemblait beaucoup à celle que portait Cathy le jour de sa disparition. Les enquêteurs inspectent ensuite l'intérieur de la maison. Dans l'encadrement de la porte de derrière, ils trouvent une tache rouge suspecte. Puis sur le parquet de salon, des éclaboussures de sang. Quand j'ai remarqué ces traces de sang, ça m'a tout de suite frappée. J'ai compris que je me trouvais à l'endroit précis où Cathy Freshley avait été tuée. Les enquêteurs retrouvent également une carte de télépéage dont le numéro a été enregistré au nom de Cathy. Et sur une étagère au-dessus du four, sa carte de visite. Et il disait ne jamais l'avoir rencontrée, alors que sa carte de visite était chez lui.
C'est comme s'il avait joué au petit poussé avec nous. Pour finir, les enquêteurs font appel au médecin légiste pour tenter de retrouver l'objet contondant qui a servi à la tuer. En inspectant le salon, ils trouvent ce qu'ils cherchaient. Un pot d'échappement de moto d'1,20 m de long. On l'avait tellement bien nettoyé qu'il n'y avait plus aucune empreinte ou éventuelle trace de sang. À son extrémité, il y a un support de fixation arrondi. Cela servait à relier le pot d'échappement à la moto. Le médecin légiste mesure le support, puis le calque sur un cliché de la blessure de Cathy. Les deux images se superposent parfaitement. Le support de fixation correspondait parfaitement à la taille et à la forme de la blessure. Ça nous a apporté la certitude qu'il s'agissait bien de l'arme du crime. De plus, lors de son interrogatoire, les enquêteurs remarquent quelque chose d'étrange sur les baskets de Jason. Quand ils ont interrogé Jason Funk, ils ont remarqué des gouttes de sang sur ses chaussures. Tout du moins, ça y ressemblait fortement. Les résultats tombent. Il s'agit bien de sang humain. Puis, ils se souviennent de l'enveloppe de banque retrouvée dans la voiture de Cathy. En l'aspergeant de ninhydrine, ils parviennent à mettre au jour des empreintes parfaites. Plusieurs empreintes qui appartiennent à Cathy, mais aussi à Jason Funk. On avait enfin la preuve scientifique que Jason Funk était bien monté dans la voiture de Cathy. L'homme continue pourtant de clamer son innocence. Il dit n'avoir aucun rapport avec toute cette affaire et déclare qu'à l'heure du crime, il était en train de faire du jet ski sur le fleuve. Si j'avais été chez moi ce jour-là, qui vous dit que je n'aurais pas tout fait pour empêcher cette tragédie? Il n'y a rien. Aucune partie de moi n'a été épargnée par la perte de ma fille. Aucune. Que ce soit au travail, quand je fais du sport, quand je me repose, ça laisse un vide énorme dans votre vie. Elle était tellement joyeuse, tellement lumineuse, obstinée mais si gentille. Elle est irremplaçable. Ils le sont tous, mais pour moi, elle était spéciale. Pour le procureur, cela ne fait aucun doute. La police a la preuve formelle de la culpabilité de Jason Funk. Quant au mobile, Jason a été condamné à plusieurs reprises pour agression sexuelle. Et il venait en plus de perdre son travail quelques jours avant le meurtre. La police avait déjà eu affaire à Jason Funk. Il avait été condamné à plusieurs reprises pour agression sexuelle et violence domestique. Mais son dossier ne présentait aucune condamnation pour crime de sang. On n'y trouvait rien d'aussi grave, avait déclaré à l'époque le porte-parole de la police de Tampa, Joe Durkin. Les victimes s'en étaient sorties saines et sauves à chaque fois. Elles avaient pu prendre la fuite à temps. Et c'est peut-être pour cette raison que la police n'en avait pas fait leur suspect numéro 1 au début de l'enquête. Car Joe Durkin l'affirmait, rien dans le passé criminel de Jason Funk n'indiquait qu'il serait capable de commettre un crime si odieux. Le couple avait de gros problèmes financiers. La majeure partie de ses économies était passée dans la caution de la maison. Le mobile, c'était l'argent. C'est ce que je pense en tout cas. Grâce à l'appel téléphonique passé par Cathy à l'une de ses collègues, la police sait que la jeune femme s'est bien présentée devant la maison. Jason serait alors venu à sa rencontre. Lorsqu'elle entre à l'intérieur pour évaluer les dégâts sur le toit, Jason est seul dans la maison. Pam, sa petite amie, est à son travail. Jason lui a sans doute fait des avances, mais cela restera à jamais un mystère. Ce que montrent les preuves en revanche, c'est qu'il a pris le pot d'échappement et qu'il a frappé Cathy à la tête, par derrière. Du sang vient éclabousser le plafond, ainsi que ses baskets. Alors qu'il traîne le corps hors de la maison,
il laisse une autre trace de sang dans l'encadrement de la porte. L'endroit est assez isolé pour qu'il puisse jeter le corps dans le fleuve sans être vu. Il conduit la voiture de Cathy à 1,5 km de là, récupère l'argent liquide dans l'enveloppe de la banque, subtilise sa carte de crédit, puis abandonne la voiture. Il brûle le tapis du salon taché de sang et les vêtements de Cathy, afin de faire disparaître toutes les preuves. Enfin, il nettoie méticuleusement le pot d'échappement. Beaucoup de précautions en vain, vu le nombre incroyable d'erreurs qu'il va commettre par la suite. En utilisant la carte de crédit de Cathy et en signant le reçu de son propre nom, Jason Funk, scelle définitivement son destin. Cette jeune femme s'est trouvée au mauvais endroit au mauvais moment. C'est tragique. Elle n'aurait jamais dû nous quitter aussitôt. Quand on voit ce genre de tragédie, on se dit que c'est vraiment incompréhensible. J'aime à penser qu'il y a du bon en chacun d'entre nous, mais là, je dois dire que c'est un peu difficile à croire. 6 mois plus tard, le laboratoire scientifique de la police fournit son rapport définitif. Le sang retrouvé dans la maison de Jason et sur ses baskets est bien celui de Cathy Freshley. Et les cellules de peau sur le volant de sa voiture sont celles de Jason. On a finalement réussi à rassembler toutes les pièces du puzzle. En d'autres termes, on est parvenu à relier l'ADN de la victime à la scène de crime et aux vêtements du meurtrier présumé, plus précisément à ses baskets. Passible de la peine capitale, Jason Funk accepte de plaider coupable. En échange, il écope d'une peine de prison à perpétuité, sans possibilité de liberté conditionnelle. C'est une tragédie pour tout le monde. Pour notre fille, pour nous, mais aussi pour lui et les membres de sa famille. Aujourd'hui encore, Jason Funk maintient sa version des faits et assure avoir accepté de plaider coupable uniquement pour échapper à la peine de mort. Mais les preuves médico-légales ne mentent pas. C'est grâce à elle qu'on a réussi. On a réussi à mettre un meurtrier sous les verrous. Les enquêteurs et les experts scientifiques ont fait un travail exceptionnel. On ne les remerciera jamais assez pour ça. Pendant toute l'affaire, il n'a pas craqué une seule fois et je pense vraiment que sans les preuves médico-légales, le procureur n'aurait jamais réussi à le faire condamner. 1 an après la découverte du corps sans vie de Cathy, ses parents divorcés, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, après la perte tragique d'un enfant. Selon le psychiatre et psychanalyste Daniel Oppenheim, l'homme et la femme ont la plupart du temps une façon très différente de vivre le deuil. Cette différence de réaction pourrait expliquer la rupture, mais d'autres facteurs rentrent aussi en compte. C'est par exemple le visage du père qui rappelle trop à la mère les traits de l'enfant disparu. Cela peut aussi être le père qui n'arrive pas à pardonner la faute d'attention de sa femme, alors qu'elle était censée surveiller le petit et le protéger d'éventuels prédateurs. Pour les parents, on le voit, la perte d'un enfant est dévastatrice. Pour eux, rien ne sera plus comme avant. Et c'est sur ce triste constat que s'achève cette émission. Bien sûr, je vous remercie de l'avoir suivi en ma compagnie et j'espère vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.